Donc je suis reçu sur les bords de la Seine, dans le 16e arrondissement, par Marie-Claire Buzy, et malheureusement j'ignorais le rôle par rapport à l'astrologie, donc on en apprend tous les jours. Et donc vous faites partie de ces personnes du monde du spectacle et de la chanson qui militent en faveur de l'astrologie. Oui, je fais de l'astrologie depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait un petit moment, oui. Oui, mais enfin, je veux dire, vous êtes connu aussi pour ça. Oui, enfin, j'en fais depuis des années. Ouais, normalement, vous faites partie des chanteuses connues qui ont trouvé qu'il pouvait y avoir une connexion avec l'astrologie au niveau professionnel. Enfin, ce sont deux professions qui peuvent s'harmoniser. Non, c'est une passion qui s'est révélée à moi à l'âge de 18 ans et je n'ai cessé d'en faire et en faire évidemment pour tous mes amis artistes et voilà, je veux dire, c'est une vraie passion. Donc il y a beaucoup de vos amis artistes qui ont été gagnés à l'astrologie par votre intermédiaire. Ah oui, il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressés par l'astrologie. Alors est-ce que je crois quand même que ce milieu-là sont comme des gens qui ont un profil un petit peu exceptionnel tout de même. Les artistes ou les astrologues? Non, les astrologues. Non, les artistes. Là, ce sont des gens qui se mettent en avant. C'est pas le commun des mortels. Oui, bien sûr. Enfin, c'est des gens aussi qui ont des incertitudes sur l'avenir et qui demandent à l'astrologie son côté prédictif. Ce que j'aime pas trop d'ailleurs, mais qui sont intéressés par qu'est-ce que sera demain. Oui, mais on en parlait l'autre jour, il y avait une conférence. On a évoqué le travail d'un certain psychanalyste qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui parlait de la dépression et qui disait qu'un facteur de dépression chez la population, c'était que les gens, on leur disait voilà, découvrez-vous, épanouissez-vous, affirmez votre moi, et finalement ça les déprimait parce que c'était un effort parfois excessif. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable d'affirmer sa personnalité comme le font justement les artistes. Donc les artistes sont des gens quand même qui ont plus de chance, qui probablement vivent plus fortement leur thème que les gens qui vont les écouter, par exemple. Oui, enfin, pour avoir fait pas mal de thèmes d'artistes, c'est en général des thèmes assez conflictuels, avec des problèmes souvent de relations parentales difficiles à la base, et qui ont sublimé, c'est les alchimistes, les artistes, qui ont sublimé leurs problématiques par le biais de l'art. Oui, effectivement. Mais moi, ce que je voulais dire simplement, c'était que beaucoup de personnes, moi je trouve que le thème astral, si vous voulez, beaucoup de gens finalement ont beaucoup de mal à vivre leur thème astral complètement. Parce que, voilà l'exemple que je voulais vous donner. Par exemple, un artiste, par exemple, il n'existe pas s'il n'a pas de public. Oui. Or le public, c'est quelque chose qui fait masse. Si vous voulez, une personne qui achète votre disque, c'est rien. S'il y en a 1000 ou 10 000, c'est quelque chose. Donc finalement, on a d'un côté une population de créateurs qui sont des individualités fortes. Enfin, en général, les créateurs ont ce qu'on appelle un sens de l'inconscient collectif, comme dirait Jung, assez fort. Et quand ça marche, c'est qu'ils arrivent à toucher un inconscient collectif. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je l'ai vu sur ma propre carrière. Oui. À chaque fois que j'ai fait des tubes, c'est que j'arrivais à toucher un inconscient collectif. Les artistes sont médiums d'une certaine façon. Je veux dire, ils sentent ce qui est dans l'air du temps, ou sans pour ça faire de la manipulation médiatique ou du marketing. Les artistes ont ce don de révéler l'air du temps et sont même d'ailleurs très souvent en avance. Ils sont souvent précurseurs. Regardez tous les mouvements, enfin, particulièrement dans le rock, le mouvement punk, qui était un mouvement quand même extrêmement social, qui venait d'Angleterre, le mouvement rock, le mouvement
alternatif, tout ce qui s'est passé dans le rap, etc., c'est quand même des mouvements sociaux où les artistes n'exprimaient que ce qui se passait dans la réalité de la société. Oui, mais l'artiste, quand même, il a une certaine solitude, parce qu'entre le moment où vous faites le temps, il y a une période où vous préparez votre disque, vos chansons, etc., et vous ne savez pas encore ce que ça va provoquer, ce que ça va donner au niveau du public. Non, ça, l'artiste ne le sait pas. Voilà. Donc, l'inquiétude de l'artiste, c'est effectivement de savoir s'il y aura un répondant, un feedback. Bon, maintenant, en ce qui concerne le public, c'est différent. Le public, lui, donc la grande majorité des gens, en fin de compte, quand il y a X millions de gens qui vont voir tel film à la télévision, etc., ou qui vont acheter un, etc., ce qui est intéressant, c'est pas leur individualité, c'est le fait qu'ils convergent tous vers quelque chose. Alors ils vivent effectivement ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif, mais ils l'incarnent collectivement. Ils n'incarnent pas individuellement. Là où plus exactement, chacun ressent une partie de cet inconscient collectif, mais c'est l'ensemble qui constitue quelque chose de fort. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même deux personnalités, si vous voulez, dans le monde. Il y a des gens qui sont plutôt des solitaires qui effectivement à un moment donné attendent un feedback, et puis beaucoup de gens finalement sont plutôt des personnes dont la vie est quand même marquée justement par des grands phénomènes collectifs, des guerres, des cris, des épidémies, des grands spectacles. Je veux dire, c'est pas la même philosophie de la vie à la limite. Il y a une complémentarité, mais ils ne vivent pas de la même façon. Donc je pense que l'astrologie serait peut-être plus adaptée aux créateurs, aux artistes, aux leaders, aux décideurs, qu'au commun des mortels, si vous voulez. Enfin, c'est une thèse actuellement qui se développe. Oui, pourquoi pas. Enfin, oui, bien sûr, à partir du moment où les leaders, on le sait, que ce soit les hommes politiques, avaient tous leur astrologie personnelle pour prendre leurs décisions, je pense qu'ils trouvaient un certain crédit et une certaine véracité à avoir leurs propres astrologues. Si vous voulez, pour dire les choses autrement, d'ailleurs j'aime bien le mot star, justement, quand on dit qu'une personne est une star, ça veut dire que c'est une étoile, mais c'est une étoile terrestre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les vraies stars. Ça peut être une étoile filante aussi, hein. Il y a des vraies stars qui seraient connectées directement avec le cosmos, et puis le commun des mortels, finalement, il ne rencontrerait ce cosmos qu'à travers des personnalités, si vous voulez, qui sont des stars, mais qui donc, en fin de compte, ça ne demande pas les mêmes compétences, parce que, dans un sens, il faut capter les énergies cosmiques, de l'autre côté, il faut simplement sentir, participer à quelque chose qui est déjà là, devant vous. Quand on va voir, quand on est la 10 millionième personne à aller voir Avatar, on participe à un mouvement collectif, mais en tant qu'individu, on n'existe que dans le collectif, que par le collectif. Ce qui est d'ailleurs intéressant, il y a des gens, par exemple, être dans une grande salle, dans un grand stade, c'est quelque chose, c'est une satisfaction. Au niveau vibratoire, mais c'est assez intense. Voilà, mais je crois que les gens vivent beaucoup là-dessus. Les gens, ils ont besoin que ce soit en musique, que ce soit en littérature, que ce soit en cinéma, ils ont besoin de se raccrocher à des référents, oui, à des films dits cultes, en l'occurrence Avatar. Le thème est extrêmement bien pensé, sur l'écologie, sur les droits de l'homme, sur la modernité, moi je trouve ce film très très joliment fait. Maintenant, le scénario pur est à mon avis du marketing, mais par contre les créateurs qui ont travaillé sur la 3D et sur les dessins, c'est une pure merveille. Oui, oui effectivement, et donc, mais enfin ils ne pouvaient pas savoir exactement, parce que finalement comme on dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, et tout le monde n'a pas la réussite au rendez-vous. Après, c'est une autre histoire. Ça dépend quels sont les financiers qui sont autour et quels sont les attachés de presse qui vous défendent. Ouais. Après, c'est vraiment du business. Oui, mais enfin, c'est la dure loi du genre. Avatar, c'est extrêmement beau, mais enfin bon, je veux dire, ça a dû évidemment coûter une fortune. Et puis la mise en place est exceptionnelle, donc il y a quand même peu de chances que ça se ramasse, quoi.
il y a eu des exemples quand même où les investissements n'ont pas correspondu au rendement. Oui, bien sûr. Enfin, je trouve de moins en moins quand ils mettent le paquet globalement. C'est du marketing, ils le font intelligemment. Oui, enfin en tout cas, quand on pense au monde de la chanson qui est le vôtre, c'est plus compliqué que ça. C'est très compliqué. Parce que là, c'est plus la loterie, c'est pas la loterie, mais enfin c'est quelque chose qui est incertain. C'est totalement la loterie. C'est bon, à moins qu'il y ait carnet d'adresse formidable, une maison de disques de folie. Après, c'est des histoires de marketing, d'argent. On achète des médias, on achète des journaux, etc., etc. Il faut pas se leurrer non plus. C'est un milieu qui est très perverti. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, que vous, Marie-Claire Buzy, par exemple, vous comptez dans la vie d'un certain nombre de personnes? C'est-à-dire que la sortie de votre disque, c'est important pour un certain public. Je l'espère. Ils attendent le prochain Buzy, je ne sais pas. Je l'espère, en tous les cas. Non, parce que je crois que pour beaucoup de gens, finalement, ce sont ces choses-là qui marquent leur vie d'une certaine manière, qui lui donnent une certaine couleur, une certaine richesse. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que le créateur, lui, à différents niveaux, il a son propre parcours, un peu isolé, même s'il a une petite équipe autour de lui, alors que le public, lui, il vit collectivement et simultanément quelque chose. Voyez-vous, par exemple, un CD ou un film, en un mois, ça marche ou ça marche pas, plus ou moins. Enfin, je veux dire, il y a des choses comme ça qui... Ça veut dire qu'il faudrait qu'au même moment, un très grand nombre de gens fassent le même acte d'acheter ou d'aller... Donc ils sont pas du tout une liberté au niveau du temps. Ils sont dans le même canal de temps. Oui, mais ça, encore, je vous répète, c'est la loi du business et la loi du marché. C'est la quantité, oui. Et si la promo est bien faite, correctement faite, a priori, les gens sont au courant qu'il y a une sortie de disque d'Alain Chamfort ou de Buzy ou un film qui s'appelle Avatar. Là, c'est purement du commerce. Je ne pense pas que ça ait grand-chose à voir avec la loi divine ou l'astrologie. Ah oui, d'accord. Oui, d'ailleurs, ça n'en a pas. Justement, c'est ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça n'en a pas tellement. Non, ça n'en a pas. Et donc, beaucoup de gens sont dans ce système-là. Donc, s'ils sont dans ce système-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans le collectif au niveau consommation, au niveau achat, même de produits, de voitures ou n'importe quoi, en fin de compte, on ne voit pas très bien ce que l'astrologie a à voir avec tout ça. L'astrologie, elle n'a rien à voir avec tout ça. Donc à partir de ce moment-là, ces gens-là qui sont aussi fortement marqués par tout ça, justement, on ne voit pas très bien ce que l'astrologie peut leur apporter. Puisque leur vie n'est pas aussi individuelle que ça. Leur vie est comme... Mais oui, mais ça c'est... Enfin, c'est d'autant plus à l'époque dans laquelle on vit, puisqu'on est totalement consumériste et conditionné par le capitalisme, par le fait d'acheter, par le fait d'avoir à peu près accès à tout, à n'importe quelle saison, et accès aussi à la culture, dans une ville comme Paris, enfin même des grandes villes de province, donc, et que les gens ont besoin de rêver. Donc la vie est si difficile actuellement, financièrement, au quotidien, etc., qu'il est évident que les créateurs qui amènent un espace de rêve, ça fait du bien, ça fait du bien aux autres. Oui, mais finalement, tout le monde n'a pas besoin d'être un créateur non plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des personnes dont ça n'est pas la... C'est pour ça que je reviens à cette critique que faisait ce psychanalyste, Ehrenberg, il disait qu'on pousse trop, on met trop de choses sur les gens, on leur charge. On leur dit, vous êtes un être humain, vous devez vous épanouir, vous devez vous développer, vous devez vous affirmer, et finalement ça les perturbe. C'est ça que... Et c'est une critique d'ailleurs, pas de l'astrologie directement, mais c'est une critique de tous les gens qui font de l'épanouissement... du développement personnel. Voilà, et puis finalement, quelque part, on croit qu'ils vont aider les autres, mais en réalité, quelque part, ils font une pression qui parfois est insupportable. Écoutez, moi c'est pas mon cas. Je sais bien que c'est pas votre cas. Je suis thérapeute et coach, et en tous les cas, pour en revenir à un livre que j'ai bien aimé, c'est le livre de Bruckner sur l'euphorie perpétuelle. Il y a actuellement chez les jeunes générations, enfin je parle beaucoup des trentenaires, même des gens plus jeunes, mais enfin surtout les trentenaires, une nécessité à la perfection, à la rentabilité, à la compétitivité, et à effectivement gérer leur vie pour qu'elle soit relativement lisse
est parfaite, c'est-à-dire parfaite ce que peuvent entendre les jeunes femmes de 30 ans, c'est à réussir leur vie professionnelle, leur vie affective, avoir des enfants, etc. Tout rouage qui vient se mettre dans l'engrenage leur pose souci et je pense qu'en tous les cas, moi, c'est mon cheval de bataille, lorsque la vie est initiatique et que les inconvénients de la vie ou les risques ou les malheurs qu'on peut avoir sont des choses qui sont nécessaires pour trouver son équilibre. On ne peut pas vivre dans un monde parfait, que nous ne sommes pas encore au paradis, on le saurait. D'accord, donc effectivement, vous avez une vraie expérience de la consultation astrologique, en fin de compte. Oui. De la consultation astrologique et beaucoup de la consultation psychothérapeutique. Alors, donc là, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément des créateurs ou des chanteurs. Ce ne sont pas du tout des créateurs. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui. Alors donc, effectivement, on va essayer de comprendre comment... à votre avis, qu'est-ce qui fait déjà que ces personnes viennent voir un astrologue, à votre avis? Déjà, ils ne viennent pas voir un astrologue, mais un astrologue psychothérapeute. Voilà, d'accord. À la base, je suis plutôt psychothérapeute qu'astrologue. J'utilise l'astrologie comme une première carte pour définir les énergies et le caractère de la personne. J'utilise ça comme une clé pour moi, mais je ne fais pas de prédiction, ou très très peu. Et je fais très attention sur la prédiction. Et pourquoi ils viennent voir un psychothérapeute ou un coach qui fait de l'astrologie, je suppose parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils ont envie de s'améliorer. Et ce qui est extrêmement louable et ils sont formidablement... je les admire, ils viennent, ils travaillent, ils se remettent en question. Moi, je trouve ça magnifique. Mais qu'est-ce qui... parce que malgré tout, il y a ce qu'on appelle le transfert. Qu'est-ce qui fait qu'ils auraient tendance à faire confiance à ce type de profil professionnel? Parce que les gens, ils se décident par rapport à une image qu'ils ont de la personne chez qui ils vont consulter. Non. Je veux dire d'abord, moi, pour la plupart, ils ne savent pas que je suis chanteuse. Je veux dire, quand ils le savent, oui, ils le savent après, ils trouvent que c'est finalement pas un handicap, mais une autre corde dans mon arc. D'autres, je pense que quand on travaille avec un thérapeute, il y a une relation d'amour et de guide et d'entente, je veux dire, avec mes clients. Et il se passe une véritable relation. Je veux dire, il y a une relation de confiance, de réciprocité, c'est très 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 important. Et c'est quand même une relation d'amour, la relation thérapeutique. Mais ma question c'était qu'est-ce qui les amène à vouloir que ça se fasse avec vous? Au départ, ça faudrait peut-être leur demander. Quels sont les éléments qui vont quelle est ce que j'appelais l'image? Quelle est l'image qui se font au départ et qui vont aller vers vous? Bon, alors cette image, pour l'instant, vous n'avez pas de vidéo, donc c'est pas votre vidéo. Ça peut l'être, mais c'est des mots. C'est ce qui nous intéresse nous. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va déclencher justement la personne à vous choisir vous et pas une autre. C'est les mots que vous avez employés, c'est les expressions que vous avez utilisées dans votre présentation. Je n'ai pas de présentation. Alors comment est-ce que... c'est le bouche à oreille? En général, c'est du bouche à oreille, ils viennent, et soit le feedback, je passe et en une heure, il y a quelque chose qui se passe dans la relation et ils ont envie de continuer. Et au-delà de ça, ils ont des résultats. C'est du coaching. Je dirais que moi, je suis à peu près une dizaine d'heures. La première heure est beaucoup basée sur le thème astrologique, puisque j'utilise le thème astrologique pour la première consultation. Très vite, je switch sur ce qu'on appelle la psychothérapie, donc analyse de leur passé et des racines, de leur histoire. Et assez vite, puisque c'est du cognitif et du développement personnel, on arrive sur du coaching. Et là, c'est problème égale solution. Et essayer d'éclaircir les objectifs et de faire en sorte qu'il y ait des résultats. Et je vous affirme, et sans aucune prétention de ma part, qu'en tous les cas, il y a des résultats. Alors, c'est pour obtenir, effectivement, pour obtenir ces résultats, il faut, par exemple, bon, vous parlez tout à l'heure de la prévision, vous disiez que vous ne faisiez pas trop de prévisions, etc. Mais malgré tout, enfin, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on est là pour
Enfin, j'en fais pas, mais comme je vois le thème, je sais bien quand même ce qu'ils vont passer au travers de tourmentes. Voilà. Parce que je fonctionne comme tout astrologue avec les transits. Oui, et que comme j'ai le thème en permanence, chaque séance, j'ai le thème sous les yeux. Oui. Donc je ne vais pas leur dire, là, vous n'allez pas traverser une tourmente, je le sais. Donc je prépare. Et quand ils sont dans la tourmente, je sais aussi que ça va s'arrêter. Oui. Je leur donne les moyens de mieux traverser les éventuelles épreuves de la vie. Oui, mais par exemple, bon, je sais pas, moi, naïvement, je dirais, le coaching, ça permet, par exemple, de mettre fin à certaines indécisions, des choses qui traînent, des remises à plus tard, je sais pas, en fixant, par exemple, en disant que telle période de temps est plus favorable, et qu'après ça sera moins bon, par exemple, ça peut les inciter à concentrer, à focaliser leur énergie sur la période que vous leur avez désignée comme étant favorable. Parce que pour poser le point autrement, quels sont les problèmes que le coach est censé résoudre justement? Tout un tas de problèmes. Non mais je veux dire, globalement, fondamentalement, de quoi souffrent les gens Le coach ou le psychothérapeute, parce oui. que la frontière, elle est, en tous les cas, pour ce qui est de ce que je fais, est assez... c'est très proche. Donc je fais beaucoup de psychothérapie et je suis aussi coach. C'est les deux mélangés. Eh bien, 1000 problèmes. Phobie, anorexie, boulimie, dépression nerveuse, problème dans son travail, problème dans sa relation de couple, problème intrinsèque lié à la famille, beaucoup de choses. Et surtout le besoin d'avoir un espace-temps d'une heure où il y a une oreille bienveillante et lucide aussi, qui comme un guide, qui écoute et qui conseille. Mais qui conseille, attendez, hein, je veux dire, on n'est pas chez les... c'est pas du gouroutage, et je ne dirige pas la séance. Je guide, je remets... je demande à la personne de trouver son propre chemin de lumière. C'est pas moi qui prends des choix à leur place, ou des décisions à leur place. Il n'en est pas question. Je ne fais aucune ingérence. Mais alors, vous reliez problèmes et solutions. Alors, bon, c'est vrai que c'est un effort de synthèse, mais quel est le genre de solution qu'on peut apporter par rapport à cette diversité de... Est-ce qu'il y a des solutions qui... Est-ce que quelque part, tous ces problèmes que vous avez évoqués ne reviennent pas à un problème, à un certain type de problème qui est toujours le même, plus ou moins? Oui, mais enfin, on a tous, au fond de nous, y compris moi, des ressources personnelles qu'on n'a pas été chercher pour régler des solutions de vie. Je veux dire, moi, là où je mets le doigt dessus, c'est vous avez les ressources pour trouver la solution. Et l'idée, c'est de les chercher dans ses propres ressources. Oui, effectivement. Alors les ressources, c'est l'énergie, c'est le moral, c'est les motivations. Oui, bien sûr, c'est tout ça. Excusez-moi une seconde, je vais... Mais non, Ah si, bah pourquoi pas. Oui, donc vous parliez de ce réveil des énergies qui sont parfois bloquées, c'est ça, qui sont parfois mises de côté. Et alors, pour revenir un peu à l'astrologie, est-ce que l'astrologie vous aide à détecter de quelle façon la personne peut se renforcer bien évidemment, puisque les signes, en tous les cas, et le thème astral, globalement, définit pour moi une somme d'énergie. Un Verseau n'est pas pareil qu'un Taureau, ou un Cancer qu'un Lion. Et en fonction du capital énergétique du thème astral, je vois très bien sur quoi il faut appuyer ou pas. Oui. Et effectivement, donc là, ce qui est intéressant dans ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que, d'abord, par exemple, à la différence de beaucoup d'astrologues, vous n'avez pas une seule consultation, c'est pas un seul entretien qui... Non. Voilà. Et puis deuxièmement, vous cherchez des résultats, alors que l'astrologue, finalement, souvent, il... Non, mais l'astrologie, elle n'est pas thérapeutique. Là où moi je suis passionnée d'astrologie, j'en fais depuis des années, mais là où à un moment donné j'ai voulu me former en tant que thérapeute, c'est que avoir un carré Vénus Saturne, oui, très très bien, après on fait quoi? Oui. Je veux dire,
elle n'est pas thérapeutique, c'est une méthode d'observation d'un certain blocage, en l'occurrence, puisque c'est Vénus, c'est d'un certain blocage affectif, ou d'une expression sur le plan affectif. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Ben justement, moi j'ai eu parfois des entretiens ou dans des colloques où il y a des astrologues qui disent, ben oui, voilà, on explique à la personne quelque chose, on lui dit que ça vient de ceci ou cela, et c'est ça la thérapie en fait. La personne comprend quelque chose dans son thème par rapport à ce qu'elle est, et ça va pas beaucoup plus loin. Mais ça, c'est. Encore une fois, je vous dis, je n'utilise l'astrologie que comme un outil, mais j'en ai d'autres. J'ai la PNL, j'ai l'analyse transactionnelle et l'hypnose ericksonienne, et d'autres choses. D'ailleurs aussi, je fais ce qu'on appelle les scénarios de naissance. Oui, très bien. Enfin, moi, je suis un Verseau avec une position Vénus-Uranus. On fait quoi? Je divorce 25 fois. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est... Non, mais vous interpellez. C'est bien de poser ce genre de questions, parce que beaucoup d'astrologues, finalement, ils vont pas beaucoup plus loin. Bon, cela dit, il y a beaucoup d'astrologues qui se disent thérapeutes. Alors justement, à ce propos, il y a un débat que nous avons depuis quelque temps. C'est un gros plan, là. Hein. Je ne vais pas essayer de vous éloigner un petit peu, je vous trouve particulièrement rapproché. Vous pouvez contrôler comme ça. Voilà, il faudrait que j'ai les yeux extrêmement puissants, ce qui n'est pas le cas, puisque je porte des lunettes. Moi, je vous vois en tout cas. Je vous vois sur l'écran. Mais la thérapie, ça veut dire... bon, alors, de deux choses l'une... Les phobies, par exemple. Moi, pour ne parler de moi, que de moi, qui n'est pas vraiment un cas fondamentalement intéressant, j'ai commencé moi-même la thérapie parce que j'avais des problèmes personnels, de dépression nerveuse et des phobies assez difficiles à vivre au quotidien, qui étaient l'hypocondrie. Et c'est quand même assez ennuyeux tous les jours de dire j'ai mal là, j'ai une tumeur, j'ai un cancer, je vais développer ceci, je vais développer cela. Bon, cette phobie, ce caractère phobique, a été traitée en thérapie. J'ai fait une thérapie pendant des années où j'ai été formé par ce thérapeute. Je ne suis plus du tout phobique, ni plus du tout hypochondriaque. Donc, vous voyez bien qu'il y a des résultats. Si je le fais, c'est parce que moi-même, je suis passé par là. Oui, mais ma chère Marie-Claire Buzy, imaginons que... Bon, alors là, tout à l'heure, on disait que on tombe dans un autre problème, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on disait que l'astrologie était faite, d'une part, pour des gens qui sont... Enfin, elle est particulièrement adaptée aux gens qui sont assez exceptionnels, mais elle est également adaptée aux gens qui ont des vrais problèmes, c'est-à-dire qui ont des pathologies, etc., qui ont soit physiques, soit psychiques. Donc, si vous voulez, on a l'impression qu'elle concerne des cas qui sont relativement exceptionnels, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Soit des réussites extraordinaires, soit des gens qui sont vraiment dans un état psychologique, disons, assez pathétique. Ah ben vous m'étonnez parce que moi je n'ai pas de gens qui sont très très bas ou Non, mais enfin, vous dites quand même qu'ils ont quand même disons des... Alors j'ai pas dit... Alors d'abord, non mais la question n'est pas de savoir si les gens qui sont entre les deux ne viennent pas voir l'astrologue. La question est de savoir quelles sont les populations que l'astrologue est le mieux amené à pouvoir aider. Que les gens se font une autre idée de l'astrologie, mais en pratique on s'aperçoit... L'astrologie, c'est pas la voyance, c'est pas un tirage de cartes. Moi, vous dire, vous allez rencontrer un homme brun qui va faire tel et tel métier, ou qui arrive sur un vélo, ou que sais-je, enfin ce que disent les voyants. L'astrologie, c'est quand même quelque part beaucoup plus pragmatique que ça. C'est-à-dire, vous avez une Vénus en Verseau, elle est carrée à Uranus, vous avez un comportement assez délicat, plus masculin que féminin, ou un peu plus tendu, vous avez une vision de l'amour qu'il faut peut-être radoucir, etc., etc. Je veux dire, on le voit bien, une Vénus en Verseau n'est pas la même chose qu'une Vénus en Taureau. Voilà, maintenant il n'y a pas de bonne Vénus ou de mauvaise Vénus. C'est juste des caractères sur lesquels il faut travailler sur son propre caractère et en tous les cas s'accepter. Je veux dire, moi, en l'occurrence j'ai une Vénus en Verseau, peut-être que je rêverais d'avoir une Vénus en Taureau, c'est quand même plus rond et c'est plus joli. Eh bien, j'ai une Vénus en Verseau, donc il faut l'accepter et avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire, il faut accepter son caractère, il faut accepter son karma, il faut accepter sa psychologie, enfin comment on est. Et ça prend toute une vie d'accepter qui l'on est.
Je veux dire, d'autant que finalement, on a peu la possibilité, à part avec un astrologue ou avec un psychothérapeute, d'affiner notre connaissance de nous-mêmes pour savoir qui l'on est vraiment. Je vous assure qu'à 20 ans, je n'imaginais pas du tout que je serais comme je suis maintenant. Très certainement que l'astrologie et la psychothérapie a affiné ma vision de moi-même, et je suis beaucoup plus en référence interne qu'en référence externe, et comme je sais mieux qui je suis, je vis mieux. Oui. Oui, bien sûr. Mais effectivement, un thème astral, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. D'ailleurs, vous venez de le dire quelque part. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui sont dans différents signes, etc. C'est une sorte de mosaïque de différentes signes zodiacaux, etc. Les transits, par exemple, bon, vous avez évoqué les transits. Alors, donc vous avez forcément vos transits à un certain moment. Les autres personnes ont leur transit à d'autres moments. Donc, on peut imaginer sur la planète, sur notre Terre, des millions de gens qui ont des thèmes différents, qui ont des transits différents, à des moments différents. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des transits différents, mais en réalité, on s'aperçoit que dans leur vie, ils sont pris dans des processus collectifs qui ne tiennent guère compte de leurs différences, finalement. Oui, mais enfin, on est tous pris, de toute façon, si vous voulez aller par là, en astrologie mondiale, c'est de l'astrologie mondiale, mais on est tous pris dans un mouvement collectif. Le problème, c'est qu'on est pris dans un espèce de tissu sociétal, on n'est qu'un élément dans un ensemble, et le challenge d'une vie, c'est justement de ne pas être un mouton et d'essayer de s'individualiser, en tous les cas de trouver sa propre voie et sa propre lumière dans ce tissu qui est finalement, j'ai un peu de recul puisque j'ai 50 ans, donc j'ai 30 ans de vie. Bon anniversaire d'ailleurs. Merci. Et je vois très bien comment la société a évolué, comme elle est de plus en plus engloutissante. Et elle était beaucoup moins il y a 20 ans, par exemple. C'est peut-être ça, justement, qui amène les personnes à s'intéresser à des savoirs qui peuvent mettre presque sur le papier votre différence. Hein. Quand quelqu'un voit son thème, il se dit « Ah, ben ça, au moins, ça me garantit, ou du moins sur le plan virtuel, ça me garantit que je suis quelqu'un qui n'est pas réductible à un collectif. » Oui, et c'est ça qui est formidable, justement. Je trouve que chaque thème astral, c'est un roman. Je veux dire, chaque personne est elle est le héros de son propre roman, ou l'héroïne de son propre roman. Et il faut rentrer dans ce roman et écrire le scénario jour après jour, mais on ne peut l'écrire bien, et là encore c'est un langage de thérapeute, que si l'on se connaît. Je veux dire, on ne peut pas demander à un Verseau d'avoir la même structure qu'un lion ou qu'un taureau. Alors, justement, je ne sais pas si vous avez... Bon, vous n'êtes pas très loin du milieu du théâtre, enfin, je veux dire, du cinéma. Vous savez bien que dans ce domaine-là, les gens apprennent un rôle. On apprend à jouer un rôle. Ce rôle n'est pas forcément celui qui nous correspond. C'est... De même que les modes, si vous allez chez le coiffeur ou si vous choisissez une nouvelle robe, etc., vous allez me dire, cette robe, elle a quand même été pensée par un créateur. Maintenant, vous pouvez dire que c'est cette robe qui vous convient. Oui, si elle me va. Mais c'est pas complètement ça non plus, parce que c'est quand même, si cette robe n'avait pas été inventée par ce type-là, vous ne l'auriez pas portée. Donc quelque part, pour une personne, il y a à la fois ce qu'elle est, et ce qu'elle a envie d'être, ce qu'on lui donne à être, ce qu'on lui propose dans la vie. Je ne parle pas en astrologie, je parle dans la vie tout simplement. Les choix qu'elle fait, est-ce qu'elle les fait parce que ça correspond à ce qu'elle est, ou parce qu'elle a envie d'être ça, ou parce que c'est la mode de faire ça, ou parce qu'elle a été séduite par ça. C'est-à-dire, c'est pas si simple. Dans le cas de l'astrologue, c'est pareil. On peut se demander dans certains cas si l'astrologue n'a pas une capacité, une force de proposition, si vous voulez, une force d'influence d'une certaine manière, hein, qui fait que les gens ont envie de se retrouver dans ce qu'on leur dit d'eux-mêmes. Est-ce que c'est vraiment eux-mêmes ou c'est un portrait qui leur plaît? Non, parce que moi je ne fais pas forcément des portraits. D'abord, je ne fais pas de portrait,
j'analyse des énergies ou j'analyse des traits de caractère, mais enfin, globalement, il n'y a rien de réducteur là-dedans. Je veux dire, tous les signes pour moi sont tous valables, mais bien sûr que c'est eux. Je veux dire, ils se reconnaissent. Je veux dire, je ne fais pas un copier-coller. Je ne dis pas parce que vous êtes cancer, vous avez besoin de beaucoup de sommeil. Ça va de soi. À un moment donné de la conversation en thérapie, je vais bien évidemment comprendre que le petit cancer a besoin de dormir. Oui, mais bon, je voudrais qu'on se pose, qu'on peut-être pose des questions qui n'ont pas à être posées, mais néanmoins, ce qu'on appelle l'identité. On s'identifie, d'abord, premièrement, déjà tout le monde, on n'est pas tout seul à avoir Vénus en Verseau déjà. Vous n'êtes pas tout seul à avoir Vénus en Verseau. Heureusement. Donc vous faites partie d'une population, déjà même d'un 12e de la population française et mondiale à Vénus en Verseau. C'est déjà pas mal de monde, ça fait presque, ça fait 800 millions de personnes qui ont Vénus en Verseau. Bon, donc effectivement, c'est quelque chose qui existe. Vénus en Verseau, ça existe en tant que description. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas d'ailleurs. Bon. Cela dit, on ne peut pas séparer Vénus en Verseau de tout le reste, du thème et des aspects que cette Vénus fait avec tout le reste du thème. Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est pas facile d'isoler. C'est pas si facile d'isoler les facteurs. Oui, mais il faut avoir une vision globale aussi. Oui. Alors, effectivement, si on a une vision globale, on peut effectivement apporter toutes sortes de nuances, etc. Mais malgré tout. Ça se rapproche beaucoup de la musique à ce niveau-là. Oui. Parce que quand par exemple je fais un arrangement sur une chanson, oui. Je ne veux pas séparer la batterie de la basse et les guitares viennent se rajouter, on rajoute un clavier, on met des violons et évidemment la voix arrive dessus et tout ça fait une entité sonore, en l'occurrence on appelle une chanson, mais les pistes séparées entre elles, c'est comme les planètes séparées entre elles, ça fait pas une chanson. Je veux dire, ce qui fait une chanson, c'est la globalité de l'arrangement. Alors prenons justement le cas, peut-être que vous avez vos propres chansons ou vous acceptez les chansons d'autres personnes qui... Moi, je suis auteur, et j'ai été très longtemps compositeur. Là, je collabore avec d'autres compositeurs. Mais en général, globalement, je fais les arrangements. Donc c'est moi qui fais la sauce. Donc, voilà, donc vous êtes un cas. C'est-à-dire la cuisine. Voilà. Je veux dire, je fais la. On fait beaucoup de choses. Je fais la cuisine. Voilà. C'est moi qui fait le lion. D'accord. Donc, mais prenons le cas d'une personne qui est moins douée que vous et qui ne fait pas ses chansons, qui ne fait pas sa musique. C'est un interprète, oui. Oui, qui l'interprète. Bon, alors cette personne-là, on lui propose des chansons, on lui propose des musiques. Bon. Alors, elle les accepte ou elle les accepte pas, mais il est évident que si une chanson ne lui est pas proposée, c'est pas elle qui va l'inventer. Donc, quelque part, elle va accepter, mais elle va accepter quelque chose qui n'est pas en elle au départ. Donc elle va recevoir quelque chose. On n'est pas tout le temps dans l'émission, donc elle va recevoir quelque chose qui va lui plaire, qu'elle va laisser. Elle va laisser cette proposition de chanson ou musique la concerner, elle va complètement s'identifier, assimiler cette idée-là. Et vous voyez bien que là, il y a quand même une rencontre entre elle et quelque chose qui lui est proposé de l'extérieur et qu'elle va accepter d'intégrer dans son mode de fonctionnement. Oui, mais ça, c'est un phénomène de synchronicité qui se passe avec un interprète et un compositeur, qui se passe dans une relation amoureuse entre un homme et une femme. Et entre un astrologue et son client. Entre un astrologue et son client. C'est la loi d'attraction de la vie. Quoi. Non, mais je ne suis pas du tout... Moi, justement, c'est ça que je suis en train de dire. C'est que c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est-à-dire que l'astrologue, il propose des choses à son client que son client n'aurait peut-être pas pensé ou imaginé telles quelles, et donc, par conséquent, quelque part, il prend ce qu'on lui donne. Il accepte ce qu'on lui propose. Enfin, il accepte ce qu'on lui propose dans la mesure où c'est pas complètement incompatible avec ce qu'il est. Voilà. Mais c'est entre ne pas être incompatible. Par exemple, imaginons par exemple vous allez chez le coiffeur, le coiffeur peut vous proposer certaines choses, et des choses que vous n'accepterez absolument pas, mais parmi les choses qu'il peut vous proposer, il y en a et vous dites pourquoi pas. Donc c'est pas là, entre dire que quelque chose me correspond et que quelque chose est incompatible, il y a quand même une marge. Parce qu'incompatible, c'est comme si vous disiez, moi je me prête tout sauf certaines choses. Bon, donc on vous propose, vous allez chez des amis,
on vous propose un plat, sauf exceptionnellement, vous allez dire oui, pourquoi pas, ou surtout ponctuellement. Donc, vous allez prendre quelque chose, vous allez dire ah, mais ça me plaît. Quand on dit ça me plaît, ça me plaît, mais en même temps, c'est pas forcément moi. Mais je vois à peu près où vous voulez en venir, mais globalement, dans la vie, que ce soit en amour, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la cuisine, à toutes les situations dont vous venez de me parler, il y a un phénomène de résonance. Voilà. C'est la résonance. D'accord. Je veux dire, si vous adhérez à un propos d'un homme politique, à un propos écologique, à un propos, une proposition chez un coiffeur ou un plat, etc., c'est qu'il y a une résonance gustative, esthétique, que sais-je. Quand vous avez 100 millions de personnes qui vont voir Avatar, il y a une résonance. Ah ben, attendez. S'il y a une résonance, ça veut dire qu'ils sont tous pareils. Non, ils sont pas tous pareils. Ils ont la même ils sont tous en résonance par rapport au même produit, alors qu'ils sont des millions. Oui, mais attendez, le produit, vous avez vu comment il est ciblé. Je veux dire, c'est une merveille de marketing au niveau du scénario. D'ailleurs, il n'est peut-être pas exceptionnel, le scénario. Ouais. Ils ont pris tout un tas de choses à droite, à gauche. Ils en ont fait un plat collectif qui répond actuellement aux besoins de rêve, d'écologie, de merveilleux, qu'a besoin les gens, la population à l'heure actuelle, moi compris d'ailleurs. J'avais les lunettes et je suis rentré dans le jeu. C'est du Walt Disney amélioré parce que c'est du 3D, quoi. C'est de la 3D, mais bien sûr qu'on a besoin de ça. Non, mais je veux dire que Enfin, les thèmes sont extrêmement fédérateurs. Ils n'ont pas pris n'importe quel thème. Donc ça montre bien quand même que les gens, par exemple, les gens qui disent, moi je suis, on a parlé récemment du débat sur l'identité française. Donc on a aussi là des collectivités qui se reconnaissent, où chaque individu se reconnaît dans une image collective, une image globale. Donc tout ça c'est pour montrer que, en fait, dans un certain nombre de cas, l'astrologue, comme d'autres professions d'ailleurs, qui sont des professions où on propose des choses, ça peut être un homme politique par exemple, un homme politique c'est aussi quelqu'un qui propose quelque chose, un programme, Obama, Mitterrand, à une époque, ils proposent quelque chose dans lequel ils se reconnaissent, c'est très ambigu, se reconnaissent des millions de gens, mais ils se reconnaissent, c'est-à-dire quoi qu'ils se reconnaissent? Ça veut dire qu'ils se reconnaissent eux en tant qu'individus. Non, ils se reconnaissent. C'est-à-dire qu'ils sont séduits, ils sont attirés, ils sont emportés, ils sont entraînés par cette chose qu'on leur propose. Et je crois que l'astrologue, il a une capacité d'entraînement aussi qu'il ne faut pas négliger. Il est capable, je vous proposer des problèmes de manière un peu provocatrice, Marie-Claire Buzy. Bon, peut-être que ce que je vais vous dire va peut-être vous scandaliser, mais par exemple, s'il y a des portraits, il y a des façons de parler aux gens qui leur plaisent, hein. C'est normal, il y a des choses qui plaisent. Oui, les gens sont contents qu'on leur dise certaines choses. Bon. Et donc, quand ils sont contents qu'on leur dise certaines choses, ils sont prêts à se reconnaître dans ce qu'on leur dit. Donc, c'est-à-dire, ils sont dit, ah bah oui, pourquoi pas, en effet, oui, moi je veux bien être ça me plaît bien qu'on me dise ça de moi, oui, je veux bien rentrer dans ce trip-là, d'accord. Donc, effectivement, il y a une capacité de proposition, de séduction, d'entraînement, qui a amené certains chercheurs, on peut contester la bonne foi, à dire que finalement, parfois, il y a des astrologues qui ont trouvé, si vous voulez, en quelque sorte, des formules, donc ils savent que ça passe bien. Ah oui, mais là des formules, d'ailleurs, des descriptions, disant, voilà, vous êtes un peu comme ceci, un peu comme cela, qui passent bien, soit parce que c'est parce que c'est passe-partout, soit parce que ça plaît. Absolument, mais enfin, ça j'appelle ça de la manipulation, moi. Oui, non, mais beaucoup de gens, on est souvent soit manipulés, soit manipulants, hein. De toute façon, ça c'est presque... Oui, enfin, en l'occurrence, moi, j'espère et j'en suis sûr, je ne fais pas de manipulation. Non, mais en tant que chanteuse, vous dites tout de même, il faut être en contact avec l'inconscient collectif, c'est quand même, quelque part, faire quelque chose qui résonne, pour reprendre votre expression. Oui, ce n'est pas voulu. Je ne me mets pas devant une feuille de papier ou devant mon piano en me disant, là, voilà, je vais faire un tube, je vais taper une inconscient collectif.
Ça serait très simple, tout le monde le ferait. Oui, voilà. Je veux dire, il y a un moment donné où ma vie, mon expérience, ma sensibilité, mes souffrances, ce que j'ai pu vivre, peut représenter quelque chose pour d'autres personnes. Mais ce n'est pas voulu, ce n'est pas de la manipulation. Oui. Ça n'est pas la manipulation intentionnelle ou délibérée. Ça serait trop facile, mais je serais un ordinateur, je rentrerais des données, mais en pratique, et je dirais, bah voilà, oui. il faut tel type de mélodie, tel mot pour accrocher les gens, tel type de voix, etc. Ce qui n'est absolument pas mon cas, puisque déjà j'ai une voix très 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 atypique. Donc, ah oui, elle est très grave. Donc, je ne connais pas beaucoup. A priori, c'est plutôt les voix beaucoup plus éthérées qui sont à la mode actuellement. Donc, vous ne faites pas de syncope ou de... Je sais pas. Parce que ce serait bien d'ailleurs qu'on puisse passer un petit morceau de votre musique. Je vous donnerai l'album. Non, mais qu'on le fasse passer là pendant l'entretien. Ah oui, si vous voulez. Oui, parce que l'album c'est bien. Non, mais je peux l'utiliser aussi, mais je veux dire qu'à la limite, on pourrait peut-être faire un petit moment. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que on est tous, particulièrement les astrologues, je vous dis, ça ne fait partie que d'une partie de mon métier, mais qu'on colle des étiquettes sur le Verseau, le Lion, le Taureau, le Gémeaux, que sais-je, etc., avec une forme quand même de manichéisme et de manipulation sous-jacente qui peuvent être dangereuses. Et moi, je dis non. Enfin, en tous les cas, moi, je ne le fais pas. Maintenant, je veux dire, l'astrologie de base, un Poisson, c'est comme ça, un Verseau, c'est comme ça. Je veux dire, non, moi, j'ai pas du tout employé le mot dangereux. Absolument pas. J'arrive pas à être dangereux. Il s'agit simplement de savoir ce qu'on fait. Il s'agit de savoir que si je dis des choses. Prenons l'exemple. Bon, admettons par exemple un astrologue qui se trouve devant un thème. Bon. S'il parle du thème, bon, admettons que ce ne soit pas votre cas, bon, que vous ne fassiez pas forcément ça, mais enfin ça existe. Bon, il parle du thème. Comment la personne va vivre ce qu'elle entend de la bouche de cet astrologue. Bon, soit, effectivement, elle va dire « Ah, comme c'est vrai, comme je suis vraiment comme ça », ou bien elle va dire bah, « Oui, cette personnalité, ce personnage que vous me brossez, oui, ça me convient assez bien, ça me conviendrait assez bien. C'est comme, à la limite, par exemple, vous êtes une actrice et une comédienne, on vient vous proposer un rôle. Ah oui, ben écoutez, oui, ou même il y a plusieurs rôles dans une pièce. Ah ben ce personnage-là, oui, tiens, ça me conviendrait assez bien. Ça ne veut pas dire forcément que la personne a toujours été comme ça, ou qu'elle est vraiment comme ça. C'est-à-dire simplement qu'elle a envie de rentrer dans ce personnage. Les gens ont parfois envie par mimétisme, pour toutes sortes de raisons, ils ont envie d'entrer dans ce genre de profil. Ça fait partie aussi de la réalité. Je crois qu'on ne peut pas ignorer ce facteur-là. On ne peut pas ignorer que les personnes soient parfois en attente, en quête d'une proposition. Parce que finalement, est-ce qu'ils savent vraiment qui ils sont? Alors s'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne vont pas pouvoir dire... Non, mais c'est pour ça qu'ils viennent. Ah oui, mais alors s'ils viennent... Alors, d'accord. Et s'ils ont une idée de... Ah ben alors c'est ça. Alors là... Et ils ont des problématiques. Moi, en général, je n'utilise pas l'astrologie comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une problématique et grâce à l'astrologie, je peux leur dire, mais voilà, là, la solution, elle est là, et on peut se sortir du problème par telle et telle richesse intérieure ou ressource intérieure. Moi, je ne veux pas dire à un Verseau, les Verseaux, c'est comme ça, point barre. Je n'aime pas le côté dogmatique de l'astrologie. Je veux dire, je trouve ça... En poussant à l'extrême, moi, le dogme, qu'il soit religieux ou astrologique, je déteste ça. Je hais le dogme. Donc, je ne peux pas être dogmatique en tant qu'astrologue. Je veux dire, juste pour moi, c'est un outil. Je veux dire, et je m'aperçois qu'au fur et à mesure des séances de thérapie, ils ont des comportements qui correspondent effectivement aux critères de tel ou tel ou tel signe. Mais je vous répète qu'il y a 500 000 taureaux et qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc tout ça est très très subtil et un thème astrologique est quelque chose d'unique. C'est une photographie presque de l'aura de la personne. Ah oui, alors là, effectivement, oui, en effet. Mais comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, Marie-Claire Buzy, alors,
si les gens ne se connaissent pas et qui viennent voir l'astrologue, comme vous dites vous-même, on a quand même une petite difficulté, parce que s'ils ne se connaissent pas, comment peut-il dire que ce qu'on leur dit, c'est ce qu'ils sont, puisqu'ils ne se connaissent pas? Non, mais attendez, ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils se connaissent avec des zones d'ombre, comme tout le monde. Moi-même, je me connais, mais encore avec des zones d'ombre. Ma vie, elle est initiatique, comme la vie de tout le monde d'ailleurs, mais au fur et à mesure de ma vie, je vais m'apprendre, et ce qui est en plus hallucinant, c'est que ce que je pensais à 20 ans, à 30 ans ou à 40 n'est plus la même chose que ce que je pense à 50. Donc votre thème, et pourtant votre thème, il n'a pas changé. Mais le thème natal n'a pas changé. Comme quoi, je veux dire, les transits, la vie, oui. Ce qu'il faut vivre, nous façonnent comme des cailloux, oui. nous arrondissent, ou fait qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs, ou les mêmes désirs, ou la même façon de voir la vie à 20 qu'à 50. Donc voilà, les gens qui viennent me voir ont une idée d'eux-mêmes, et bien évidemment ils savent qui ils sont, mais ils sont en mutation. Ils ont des questionnements sur leur devenir ou sur des comportements qui les ennuient ou qui les gênent. Alors, moi, l'astrologie, je m'en sers que comme un outil et pas un dogme. Alors, à ce propos, justement, ce qui fait qu'une personne, par exemple, n'est pas satisfaite de sa façon de fonctionner, c'est généralement qu'elle a l'impression de ne pas fonctionner normalement. C'est-à-dire qu'elle c'est par référence. Si par exemple, c'est comme une guitare, on se désaccorde tous à un moment donné. Non, mais je veux dire, par exemple, si tout le monde avait... quand par exemple si quelqu'un dit j'ai des insomnies, c'est insupportable, c'est parce qu'elle sait très bien que tout le monde n'a pas des insomnies. Si tout le monde avait des insomnies, ça ne poserait pas le même problème. Elle se dit, je suis pas normal. Ah non, elle ne se dit pas ça, elle se dit qu'elle va au travail le matin, ruinée de fatigue. Oui, mais les autres apparemment n'ont pas le même problème qu'elle. Oui, elle se dit, j'ai des insomnies, voilà. Je vais au travail le matin ruinée de fatigue, et moi en tant que thérapeute, j'essaie de comprendre pourquoi. D'où vient la racine de l'insomnie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la peur de la nuit? Pourquoi la peur de l'impossibilité de rentrer dans le sommeil, etc. etc. Moi mon job, il est là. C'est pas de dire, vous êtes anormal, les autres dorment bien, et vous... Non, mais c'est elle-même qui le ressent. Elle est en souffrance. Elle sent bien, sa souffrance, c'est parce qu'elle ne fait pas. La souffrance de cette personne, c'est que quelque part, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, c'est-à-dire comme ça se passe d'habitude. Oui, toujours par rapport à la norme que l'on souffre. Pas forcément. Moi, je suis quelqu'un qui est très très anormé. Je ne souffre pas par rapport à la norme. Par exemple, une femme qui souffre au moment où elle accouche, elle ne va pas dire que c'est anormal, parce qu'elle sait que toutes les femmes passent par là. Oui, mais enfin, il y en a qui accouchent sans grande souffrance. Non, mais je veux dire qu'il y a des choses qui... Si je sais que les problèmes sont des problèmes qui sont partagés par tout le monde, je souffre moins que si j'ai l'impression que quelque part, moi j'ai plus de problèmes que les autres. À ce moment-là, tous les êtres humains devraient être au courant qu'on n'est pas au paradis et que la vie est quand même loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, oui, mais il y a beaucoup de gens qui vivent, par exemple, pour le problème des couples, par exemple, il y a quand même énormément de couples, qu'on le veuille ou non. Bon, maintenant, il y en a qui ne sont pas, les gens qui ne sont pas en couple. Mais je veux dire que si personne n'était en couple, comme dirait François Hardy, tous les garçons et les filles de mon âge, etc., si personne n'était en couple, on ne dirait pas, oh là là, c'est terrible, je ne suis pas en couple. Oui, non, mais bien sûr, mais là vous parlez de références externes. Sur lequel je lutte considérablement avec mes clients sur la référence externe. C'est-à-dire il faut faire comme le voisin. D'ailleurs j'ai écrit une chanson dans mon dernier album qui s'appelle L'homme se singe. Le singe, le mimétisme. Voilà, il se trouve qu'actuellement, c'est aussi la façon dont les médias véhiculent les infos, tout le monde est habillé pareil, tout le monde doit faire pareil, tout le monde doit gagner de l'argent, tout le monde, etc. Et ça, c'est ce que j'appelle de la référence externe. Moi, ce que je leur demande, c'est de se mettre en référence interne. C'est-à-dire que si le voisin adore, je dis n'importe quoi, le couscous, ou si tout le monde se mettait à manger du couscous, si vous n'aimez pas le couscous, vous n'avez pas le droit de dire j'aime pas le couscous. Si, mais à ce moment-là, les gens... donc effectivement, il y a des cas où les personnes ne devraient pas se plaindre de ne pas vivre comme tout le monde, de ne pas ressentir les choses comme tout le monde. Pour ça, il faut accepter d'être anormé ou différent. Voilà. Et le problème, c'est que cette société fait des individus qui doivent, l'homme ce singe, qui doivent tous se ressembler, avoir les mêmes objectifs.